18h passées de 15 minutes. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Je suis Nafissa Adam Sirfo. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler du déplacement massif des populations des villages de Fontio, Borobon, Mosidei et Tamgissi vers Tera dans la région de Tillabéri. Il sera ensuite question de la réouverture ce week-end du marché de poissons de Djindjimi dans la région de Difa, ainsi que de ses apports dans l'économie de la région. Nous terminerons avec une question politique, à savoir celle du bilan des 90 jours de la gouvernance du nouveau président de la République du Niger, Bazoum Mohamed. Pour échanger donc sur ces sujets, nous sommes dans ce studio avec Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafissa. Ousmane Siddikou Doumbia, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir madame. Et nous sommes également avec El Haj Suleiman Mahamadou, il est directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, c'est Nafissa Adam Sirfo. Chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, merci de nous suivre dans la région de Tillabéri, les populations des villages de Fontio, les populations de villages de Borobon, Mosidebe et Tamgissi ont fui la semaine dernière pour se réfugier à Tera, toujours dans la région de Tillabéri, après avoir été plusieurs fois victimes ou cibles d'attaques armées, selon donc Souman Hamidou, le préfet de Tera, du département de Tera, que nous avons contacté en début de semaine. Plus de 2000 personnes sont arrivées à Tera à la date du 29 juin. D'ores et déjà, les autorités locales et leurs partenaires sont à pied d'œuvre pour la prise en charge de ces déplacés. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de quelques déplacés recueillis sur place par notre correspondant Ali Amadou. Je viens de Fancho. En effet, notre condition de vie ici, c'est la patience. Car voyez-vous, si l'on quitte son propre domicile pour se réfugier ailleurs, il est évident qu'il n'aura pas le même train de vie comme dans son propre domicile. Ici, on nous a donné des moustiquaires et des nattes. Toutefois qu'une personne est malade, ils prennent l'intéressé pour l'amener au centre pour le soigner et ils le ramènent ici après. Ils nous donnent à manger et à boire. Mais le problème, c'est au niveau des nattes et des moustiquaires. Il n'y en a pas suffisamment. Une seule natte par famille. Des fois, les autres enfants dorment sur un bout de pagne. Le moustiquaire, si on le donne au père de famille, lui préfère le céder aux enfants. Les gens sont exposés aux piqûres de moustiques. Il y en a qui tombent malades, mais sont immédiatement pris en charge. Le genre de nourriture qu'on a l'habitude de manger à la maison nous manque ici. Et les sanitaires ne sont pas séparés. Hommes et femmes les utilisent. C'était donc le témoignage de quelques déplacés du village de Fontio qui sont arrivés en début de semaine et qui sont toujours à Tera. Je commence par vous, Maïmouna. Ces déplacements, ces mouvements massifs de ces populations, comment vous analysez la situation de ces mouvements, surtout dans un contexte où les autorités s'activent à les ramener dans leurs villages respectifs? Comment vous analysez ça? Merci bien Nafissa, mais la situation, il faut dire que c'est d'abord critique. Parce que si à chaque mouvement, il faut faire des déplacés internes, des déplacés qui quittent leur village pour insécurité, faute d'insécurité pour se retrouver, pour se réfugier au niveau donc, de Tera, d'une autre localité. Alors ça veut dire que tout simplement que ces populations ont besoin véritablement de la présence des forces de défense et de sécurité dans ces localités qui sont touchées. Comme vous dites, Fantio a été victime de plusieurs attaques. Il y a eu, il y a de plusieurs attaques par ces bandits armés. Et je me rappelle, si ce n'est pas troisième attaque, ça sera peut-être quatrième attaque. Quatrième attaque que ce village de Fantio est victime. Et il y a eu des décès parce qu'ils viennent, ils tuent, ils emportent ce qu'ils veulent et ils s'en vont. Ils s'en vont sans être inquiétés. Et des fois, on donne même des alertes sur les réseaux sociaux pour dire, parce que ceux qui sont du village de Fantio, des fois, ont des parents qui sont ici à Niamey et ces parents profitent donc des réseaux sociaux aussi pour interpeller. Et je me dis que, bon, nous avons vu le cas tout récemment
des réfugiés du village de ceux qui ont été rapatriés d'Anzourou, qui était à Tilaberi-Ville. Qui était à Tilaberi-Ville. Donc je pense que c'est le même exercice que l'État va faire à l'endroit donc de ces gens-là, de ces populations. Donc vous voulez dire que vraiment ces déplacements ne sont pas vraiment la vraie solution. Il faudrait que... C'est pas la vraie solution, Nafissa. On l'a toujours dit en fait. Il y a des zones où il n'y a pas la présence de forces de défense et de sécurité. Donc ces gens-là profitent de la non-présence de ces forces de défense et de sécurité pour vraiment commettre leur forfait. Donc je me dis que l'essentiel, parce qu'il y a des villages, eux ils savent les villages qui ne sont pas protégés. Donc il faut essayer de protéger ces villages-là. Pourquoi ne pas faire comme la même chose que dans Zourou? Regardez les villages qui sont un peu éloignés, dont je disais que ces villages sont à peu près à côté donc, de la frontière malienne. C'est surtout ces villages-là qui sont visés. Il faut donc que les conditions soient réunies pour les faire rapatrier. Oui, c'est la même chose que pour ceux qui arrivaient à Zourou. Maintenant, l'État est à côté donc, de ces populations-là. Pour vraiment voir comment est-ce qu'il va faire pour les rapatrier, pour les ramener. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période hivernale. Oui. Il faut bien que ces populations aussi aillent cultiver, retournent dans leur village pour pouvoir être à l'aise, cultiver et avoir de quoi manger. Parce que vous l'avez entendu, c'est vraiment misérable en fait ce qu'on leur donne. Mais ils sont en train vraiment de faire quelque chose de bien. Et je pense que ça va les aider. Il faudrait donc une plus grande présence des forces de défense et de sécurité autour des villages de ces déplacés pour leur assurer une meilleure sécurité. Qu'en dites-vous, Sidikou Ousmane Debia? Est-ce la meilleure solution selon vous? Oui, il va sans dire que la sécurisation de ces localités, c'est le préalable à un retour. Mais avant cela, vous l'avez si bien entendu, les intervenants, c'est-à-dire, comme dirait l'autre, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Oui. Les autorités sont en train, du mieux qu'elles peuvent, essayer de leur apporter assistance. Mais vu l'insignifiance de cette assistance, le mieux serait non seulement en attendant leur retour dans leur terroir, de créer les conditions ou bien améliorer cette assistance. Nous sommes en saison des pluies. Ils sont exposés, c'est-à-dire les moustiquaires sont insuffisants, les couchettes n'en parlent pas, la bouffe, il n'y a pas meilleur que chez soi. Mais moi je dis que, honnêtement parlant, Nafissa, cette situation-là interpelle à plus d'un titre. Les conditions se doivent d'être créées. Il ne faudrait pas, pendant leur retour dans leur terroir respectif, c'est-à-dire les conditions doivent être créées de façon permanente. Je ne dis pas qu'ils revivent la même situation parce que Maïmoun l'a dit, ils en sont à leur énième attaque. La dernière, vraiment, je profite d'ailleurs pour vraiment présenter mes condoléances aux familles des deux défunts que je connais personnellement. Mais je me dis que les conditions ne s'y prêtent pas. Nous sommes en saison des pluies. Imaginez des familles qui quittent. Il y a l'attachement au terroir, ils viennent, c'est la saison des pluies, ils sont habitués, c'est des éleveurs, c'est des agriculteurs. Donc, voyez-vous, c'est des choses qu'il faille entrevoir même une fois rapatriés ou bien retourner chez eux. Raison pour laquelle d'aucuns estiment que ces mouvements même impactent sur les droits humains de ces personnes-là. Effectivement, c'est-à-dire ils deviennent des vulnérables, ils deviennent des réfugiés dans leur propre terroir. Mais je me dis que les autorités se doivent d'activer, et vraiment la chaîne de solidarité se doit d'être activée à tous les niveaux, hein, pas seulement au niveau des autorités de la région ou bien du département de Terra, que ce soit les ressortissants. La même chaîne de solidarité qu'on a vue pour le cas d'Anzourou, cette même chaîne de solidarité, je pense que chacun se doit de jouer sa partition pour que ces frères-là puissent retourner chez eux, vaquer à leur occupation habituelle. D'accord. Alors, El Haj Mamadou Suleiman, ces mouvements massifs, on n'est pas à notre première, comment dirais-je. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation? Que retenir vraiment de cette situation? Ce qu'il faut retenir sur la situation, c'est franchement très préoccupant, et c'est d'autant préoccupant quand on sait que le Nord Mali est presque abandonné. Donc nous ici au Niger, en plus de la situation à Difa, au Nord Tawa, à Tilaberi,
Donc de l'autre côté, véritablement, les menaces sont encore plus aggravées du fait que le Nord Mali n'est pas vraiment contrôlé. Donc le Niger doit se battre pour faire face au niveau de toutes ces frontières, mais aussi donc se protéger de l'autre côté avec vraiment ce passoire-là, donc sa frontière avec le Mali. Mais comment le Niger doit se battre réellement? Parce que justement, la question de la gestion de la population, vous voyez, on le sait très bien, et c'est pourquoi l'État est en train de recruter davantage donc des militaires, des soldats, oui. Parce que très malheureusement, notre territoire est très vaste. On ne peut pas avoir de façon permanente chaque localité, chaque village avoir des soldats. Je pense que l'État est en train, dans une démarche globale, en tout cas, chercher à sécuriser donc, l'ensemble du territoire. Mais il me paraît évident que, justement, au moment où on est en train de vouloir retourner les déplacés, et que de l'autre, il y a de nouveaux déplacés. Donc, vous voyez, c'est une situation assez complexe où, effectivement, nous appelons de tous nos voeux que, effectivement, les autorités, en tout cas, puissent vraiment gérer cette situation parce que c'est assez compliqué. Même d'un point de vue stratégique, vous voyez, puisque les terroristes sont aussi organisés, oui. Quand ils frappent un peu partout, au nord, à Difa, vous voyez, de sorte qu'en réalité, à chaque fois, c'est des nouvelles stratégies. Oui. Mais je pense que tout le monde doit effectivement apporter du sien parce que l'autre côté, on l'a toujours vraiment dit, il va falloir que, dans la mesure du possible, en tout cas, la collaboration permanente des populations elles-mêmes aussi. Parce qu'en fait, l'autre élément aussi qui est très compliqué, c'est qu'on peut le dire que certains touristes ne sont pas, en tout cas, sont parmi la population. Ils ont des complices parmi les forces du terroir, mais par peur, justement, parce que tout simplement, ceux qui osent les dénoncer sont pris comme cible, justement. Donc, de sorte que je pense que il va tout simplement falloir dire que donc, la situation est assez compliquée. Parce que, comme l'a dit, c'est du coup, lorsqu'on arrive vraiment à être sur son propre territoire, franchement, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, vous voyez, on vient de parler de la situation des gens de l'Anzourou. On a pensé que, bon, véritablement, cette zone-là, mais vous voyez, donc je pense que, franchement, cela, on va souffrir justement de cette façon des touristes justement de le faire pour perturber vraiment le dispositif sécuritaire. Donc tout cela vraiment il va falloir tenir compte à mon avis. C'est que la question vraiment est assez complexe et quand on regarde aussi sans être vraiment très, je veux dire, pessimiste, c'est que quand je regarde que c'est vraiment la zone du Sahel, tous nos pays, vous voyez, malgré quand même les efforts, parce que quand même, il faut aussi se féliciter que quand même au FDS, ces derniers, en tout cas, tant qu'on commence vraiment à gagner beaucoup de batailles, en tout cas, on pense qu'il y a une nouvelle dynamique qu'il faut vraiment encourager. En tout cas, on l'espère. Donc, il faut donc une plus grande collaboration même de la population pour vraiment combattre cette insécurité. Oui, on l'a dit, Nafisa, la collaboration, hein, c'est pas que les gens ne veulent pas collaborer. Allah, je l'ai si bien dit. C'est-à-dire, le verre est dans le fric. Par crainte de représailles, aujourd'hui, vous avez peur de dénoncer, à défaut de s'en prendre à vous. On va s'en prendre à un des membres de votre famille. Mais je me dis que ce n'est pas une raison de ne pas collaborer. Maintenant, à l'autorité de trouver ce savant mécanisme-là pour que au moins cette collaboration puisse se faire aussi tellement discrète pour que celui qui donne le renseignement ne soit pas exposé, encore moins sa famille ne puisse subir des représailles. Malheureusement, un autre aspect sur les lieux même où ils sont recasés, il décrit le fait que les conditions ne soient pas vraiment bien réunies. Ça a été toujours comme ça. Même si les conditions sont réunies, Nafisa, il n'y a pas meilleur que chez soi. La Sibendi, la bonne dame, elle a besoin de son fourra là, ça exprime vraiment le désarroi. Prions pour que la situation se normalise. Allah, je l'ai si bien dit, il y a un recrutement massif qui est en train d'être fait vu l'étendue de notre vaste territoire. Mais mieux, moi, je me dis, au-delà de ce recrutement, franchement, il faudrait que ce soit déployé vraiment les anciens, comme on dit, quoi. Donc, prions pour que la paix revienne, la sécurité revienne, que les populations vaquent à leur occupation. Juste pour dire que la semaine passée, il y a eu même au niveau donc, de la douane de Ayoru,
tout le monde a vu. Oui. Oui, la prise que la douane a fait par rapport au camion qui a félicité. Ça veut dire que tout simplement, il y a la vigilance. Les gens sont vraiment sur leur pied de garde, sont en train de voir comment est-ce qu'il faut faire, parce que c'est surtout la zone là qui est vraiment la zone cible en fait de ces terroristes. Et malheureusement, ce sont les pauvres citoyens qui sont les cibles. Rendons-nous donc à présent à Difa, une autre région en proie à l'insécurité, après plus d'1 an de fermeture pour cause d'attaques armées par des présumés éléments de Boko Haram. Le marché de poissons de Gingimi dans la région de Difa a été réouvert ce dimanche. Selon Lawan Oumar, le vice-président des vendeurs de poissons du marché de Gingimi, cette réouverture est un grand ouf de soulagement. Je vous propose de l'écouter. Dieu merci. Nous disons merci aux autorités. Cela fait plus de 11 mois que nous attendons l'ouverture de ce marché. C'est un soulagement pour nous. Nous n'avons pas laissé nos enfants aller dans le sens de la violence. Nous avons choisi de nous patienter jusqu'au jour où l'État va ouvrir le marché. Et voilà, d'un coup, cela est fait. Ils nous ont fait les papiers en suivant la procédure normale, sans problème. Inch'Allah, nous allons faire en sorte que ce marché ne soit pas fermé encore. Donc nous allons veiller au respect des textes. Celui qui ne peut pas n'a qu'à quitter ce marché pour un autre. Car ici, c'est un lieu pour tous. Même celui qui n'a jamais mis pied dans ce marché était là hier. Un grand ouf de soulagement après près d'1 an de fermeture du marché de Gingimi, le marché de poissons, un secteur, si on peut le dire, qui a apporté beaucoup pour la région de Difa, pour l'économie même du pays. Donc, comment vous appréciez, El Hadj Suleiman, cette réouverture vous-même? Comment vous appréciez cela? Il n'y a pas meilleure appréciation que celle des populations elles-mêmes. On a vu les reporters sur place, en tout cas, qui ont donné la parole à ces gens qui se délectent vraiment de cela. Véritablement, on les comprend, effectivement. Ils étaient privés d'une manne parce que le marché du poisson est réputé vraiment brasser beaucoup d'argent, des millions. Et on a vu justement un peu sur le fameux poivron, en tout cas. Vous voyez, donc en fait, je pense que c'est là. J'ai suivi un atelier avec des experts en sécurité où vraiment la question économique, l'apport donc du poisson et justement du poivron dans cette région-là pèse beaucoup sur l'économie. Et avec l'insécurité, cela est perturbé. Et donc, vous voyez, le fait de se retrouver une certaine normalisation, parce que les gens ont l'impression, en tout cas, que véritablement, la situation s'améliore, on tend vers la normalité. Nous, en tout cas, espérons vraiment que cela soit. Donc, vraiment, on comprend aisément que les gens étaient privés. Donc, on était réduit vraiment. Lorsqu'on perd, on perd vraiment, en fait, si vous voyez, son gagne-pain, si on peut le dire. Son gagne-pain. En fait, la sécurité, même, vous étiez obligé de quitter les lieux. Oui. Donc, maintenant, je pense que, en tout cas, d'après ce qu'on entend, parce que je pense que on ne peut que se fier aux droits des populations locales, parce que je pense que c'est là en fait que les reporters nous ont en tout cas permis de bien comprendre que donne vraiment la part à beaucoup de personnes, donc des populations qui ont témoigné qu'effectivement vraiment l'effectivité de la chose et que véritablement l'espoir est né, on peut dire, dans cette localité. Mais selon vous, qu'est-ce qui a conduit à cette réouverture? Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Qu'est-ce qui a conduit vraiment à cette réouverture? Ce qui a conduit, il y a une accalmie vraiment. Il y a que véritablement, on pense que de plus en plus dans la zone de Difa, la situation sécuritaire, il y a de l'amélioration, il y a de l'espoir effectivement que vous avez écouté le discours du président de la République qui était là-bas. Donc, effectivement, il a vraiment félicité les FDS des efforts qu'ils sont en train de faire, particulièrement ces dernières semaines, dans le sens véritablement de sécuriser. On pense que véritablement, peut-être que le tombeau est en train de venir de Boko Haram, il est en train de s'ouvrir. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique, en tout cas de nouvelles mesures, en tout cas très porteuses qui sont là. Et je pense qu'on a vu l'engouement des populations et même aussi des FDS qui certainement se sont sentis réconfortés avec en tout cas ce qu'on a vu. Les images qu'on a vues, en tout cas, c'est de nature véritablement à rassurer tout le monde que à Difa, bien que
en tout cas même avant-hier, ils ont sévi. Donc la sécurité elle est là, mais on pense que véritablement on est en train de prendre des mesures, en tout cas dans le sens de normaliser. Et on pense que véritablement, lorsque c'est les gens de DIFA eux-mêmes qui disent cela, donc nous pensons que c'est sur le terrain, c'est eux qui vivent la situation. Donc même les leaders d'opinion, quand on écoute de plus en plus, en tout cas à DIFA, on pense que il y a beaucoup d'espoir qui renaît. Beaucoup d'espoir donc qui renaît pour ces populations de DIFA, et on sait que qui connaît DIFA connaît cette région avec son poisson qui apporte beaucoup pour l'économie. Justement, oui. Selon vous, Maïmouna, qu'est-ce que cela va changer dans le fond même, cette réouverture? Ça va beaucoup apporter pour l'économie, pour ces populations, pour ces commerçants, tout ça. Qu'est-ce que cela va changer dans le fond? Même le commerce extérieur aussi, parce que c'est exporté, si on peut le dire. Nafisa, ça va beaucoup changer en termes d'économie pour ces populations. Et même la joie que ça donne aujourd'hui de voir ces populations, en tout cas très contentes de la réouverture, donc de la vente de ces poissons. Oui. Même ceux qui ne participent pas à la vente de ce poisson, quand même achètent le poisson pour faire une bonne sauce. Et ça aussi, ça a beaucoup manqué aussi. Donc, à un moment donné, ça a été fermé. Regarde, il faut voir 11 mois. En 11 mois, combien ces gens ont perdu. Oui. Combien est-ce que l'État du Niger aussi a perdu? Parce que vraiment, c'est un marché. Et on connaît vraiment la zone de Gingimi, la zone de Difa, là, pour son poisson, comme tu l'as dit, et puis son tatassi. Et c'est vraiment, le poisson est exporté jusque dans les pays voisins. Le tatassi aussi est reconnu pour ça. Donc, ça va booster l'économie au niveau de DIFA, parce que l'économie de DIFA est par terre. Donc aujourd'hui, avec cette réouverture, ça va donner un boom à l'économie, et les gens auront des activités à faire, parce que c'est le manque d'activité aussi. Quand on est à la maison, on est dépourvu de l'activité qu'on connaît faire, et bouffe un ouf de soulagement, tout d'un coup, 11 mois après, on vient, on vous dit, vous pouvez reprendre. Donc moi, je me dis que je partage aujourd'hui le sentiment, la joie que ces populations aussi sont en train de vivre. Et je me dis que vraiment, si ça a été, on a pu réouvrir ce marché, ça veut dire que la calmie est en train de venir au niveau de DIFA. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les forces de défense et de sécurité de la zone de DIFA sont en train de maîtriser cette situation au niveau donc de DIFA. Et comme l'a dit le vice-président des vendeurs même du poisson de cette localité, il faudrait beaucoup faire pour vraiment maintenir ce marché réouvert, pour qu'il ne referme pas un temps après. Mais justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Justement, ce qu'il faudrait faire, c'est sécuriser ce marché. C'est d'abord sécuriser ce marché. Donc maintenant, comme c'est réouvert, ça veut dire qu'il y aura une sécurité qui sera permanente, qui va veiller donc au quotidien sur ces populations pour que vraiment leur activité puisse continuer à l'amiable, et pour que les gens aussi puissent aller acheter leurs poissons comme d'habitude, comme c'est un marché. Donc je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et déjà, l'État ne peut pas réouvrir un marché sans prendre des dispositions. Voilà, donc les dispositions ont été prises en amont, et nous félicitons vraiment cette initiative donc, vraiment de ces autorités, surtout ceux qui se sont engagés. Le gouverneur donc, de la région de Difa, on l'a vu, il est sur le pied de garde, il est partout, il est sur instruction donc, du président de la République, justement. Il est en train de faire un gros travail là-bas. Notons que dans la ville de Difa même aura bientôt son propre marché de vente de poissons. La pose de la première pierre a été faite ce dimanche, ce qui veut dire que ce secteur rapporte beaucoup pour l'économie sédico. Nafisa, c'est connu, c'est pratiquement un secret de polichinelle. La rente que génère cette activité, à l'instar de celle du poivron, au-delà même de l'économie locale, nationale, même on l'a si bien dit, ça va au-delà des frontières. Vous l'avez si bien dit, pour qui connaît Difa et Ngimi, les jours de marché, quand vous voyez la file de véhicules, des cargaisons, moi je suis parfaitement
réjoui, je suis content, mais quelque part, je ne joue pas aussi les rabat-joie. C'est vraiment de prendre vraiment les dispositions. C'est bien beau d'ouvrir. Les gens, ils en ont payé un lourd tribut suite à la fermeture de ce marché. C'était la seule activité. Donc, l'espoir renaît, d'accord. Les gens, à un moment donné, les jeunes surtout qui étaient oisifs, faute de n'avoir pas pu exercer le commerce, ils reprennent leur activité. Maintenant, certes, les conditions sont créées. J'imagine, on ne peut pas prendre la lourde décision de réouverture sans pour autant ça se met. Il faudrait qu'elle soit permanente, cette sécurisation-là, parce que imaginez un jour de marché, on ne sait pas qui vient, qui sort. Donc, moi, je me dis que la garde ne se doit pas d'être baissée, c'est de la renforcer davantage. Parallèlement, les gens vont continuer à exercer leur activité. Et moi, je suis persuadé que cela impacterait d'ailleurs même sur les jeunes qui se font enrôler. Ce n'est nullement pas une excuse, mais quand tu es oisif, tu n'as aucun copec, tu ne peux même pas pourvoir à ton besoin le minimum qu'il soit. Moi, je me dis ça permettrait certainement à beaucoup de jeunes de revenir exercer, car la main qui donne est toujours celle qui est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, eux aussi doivent se dire qu'il faudrait bien qu'ils donnent pour que véritablement qu'il y ait cette image de respectabilité au sein même de la communauté et de leur société. Ella Suleiman, avez-vous d'autres propositions vraiment pour sécuriser ce secteur et même la production et la commercialisation de ce poisson qui rapporte beaucoup pour la région et même le pays entier? Le maître mot, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'elle a vraiment touché un point très sensible, justement, on l'a vu. Beaucoup de jeunes qui sont vraiment manipulés, recrutés par les terroristes, effectivement. C'est parce que tout simplement, par manque d'activité, tout simplement, on pense que justement, lorsqu'il y a des activités économiques où ils vont se réaliser, eux-mêmes aller pêcher le poisson, le vendre, donc vivre. Je pense qu'on ne peut que vraiment espérer justement que les acquis soient consolidés et franchement, donc plus de sécurité pour la population du DIFA et l'ensemble du pays. D'accord, plus donc de sécurité pour la population du DIFA en particulier et même du pays en général. Nous marquons une petite pause avant de poursuivre ce débat. Retour donc dans ce studio. Aujourd'hui, 2 juillet 2021, le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, a 90 jours de gouvernance avec un programme quinquennal 2021-2026 dit de la Renaissance Acte 3. Quel est le bilan que la population peut dresser sur les 92 jours passés à la tête de l'État du président Bazoum Mohamed? Je commence donc par vous, El Hadj Suleiman. Qu'en dites-vous donc des 90 jours en termes de bilan du président Mohamed Bazoum? Qu'est-ce que vous notez de positif, de négatif pendant ces jours passés? Vous l'avez dit, justement, il est élu pour un mandat de 5 ans. Donc, ce qui fait que les 90 jours, il vient juste de s'installer. C'est un peu trop tôt, ça? Mais on peut, justement, c'est trop tôt. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justement apprécier, parce qu'en termes d'action, je veux dire, de gouvernance, il vient de commencer. Oui. Et effectivement, comme vous l'avez demandé, il a posé en tout cas des gestes et des actes, en tout cas, qui montrent qu'il est sur la bonne voie. La première chose qu'on retient, en tout cas depuis qu'il est là, c'est cette approche dialogique, la promotion du dialogue, du consensus, en tout cas, chercher à rencontrer, à échanger, à partager avec les forces vives, c'est déjà très important. Et justement, les gens apprécient beaucoup cette façon de faire. Un autre élément aussi qui est apprécié, c'est aussi cette vision un peu de bonne gouvernance, dans le sens où on a rapporté beaucoup de faits où le président semble vraiment très se soucier de comment utiliser les ressources publiques. Donc, il est
très rigoureux, en tout cas de ce point de vue. Il essaie donc de mesurer la qualité de la dépense, sa nécessité, ce qui fait que d'aucuns disent qu'il lui arrive véritablement souvent d'annuler des marchés ou bien en tout cas de refuser certaines facilités lorsque la dépense n'est pas vraiment justifiée. L'autre élément, c'est aussi son discours d'investiture. Oui. Donc, ce qui est effectivement avec cette rigueur qu'il avait prononcée, parce que dans le cadre de la lutte contre la corruption, où il est vraiment très attendu, comme son prédécesseur, lorsqu'il dit que ceux qui ont des pratiques néfastes n'ont pas leur parti politique, leur famille n'auront aucun secours. Donc, vous voyez, on pense que véritablement, il a touché du doigt le problème, en tout cas là où ça fait mal au niveau du pays. Donc, on attend justement, donc, avec Bazoum, une lutte farouche contre l'impunité, contre la corruption, la concussion, des pratiques franchement qui tirent notre pays vers le bas. Donc on pense que véritablement il va faire de son mieux pour inverser la tendance. Par exemple, des questions sensibles comme la sécurité, moi j'ai participé à sa rencontre avec la société civile où véritablement je vis en termes de conscience. Quand il partageait avec les acteurs de la société civile, et même ils ont dit que nous a dit ce qu'il ne doit pas nous dire, pour les sensibiliser. Parce que les gens ont tendance souvent à apprécier la question de sécurité avec beaucoup de légèreté. Mais il leur dit, voilà la situation aujourd'hui, nous faisons face à une situation où les terroristes, il a briefé un peu l'histoire donc, du terrorisme à travers le monde, mais aujourd'hui au Sahel, les terroristes, les moyens qu'ils ont, jamais les terroristes n'ont pas eu ça. Puisqu'ils ont des capacités de nuisance vraiment terribles. Donc, ce qui fait qu'il faut prendre conscience que la situation est très dangereuse. Donc, il a vraiment planté le décor. Mais on se rend compte que véritablement, ces derniers temps, en tout cas, nous l'avons dit tout à l'heure, que de plus en plus, les FDS, en tout cas, sont en train de gagner des batailles. Peut-être qu'il y a des paradigmes, peut-être qu'il y a des mesures, des nouvelles stratégies, en tout cas, qui font qu'on se rend compte que véritablement, si on est en train véritablement d'espérer à Difa, c'est parce que je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc, loin de s'en réjouir, si on peut le dire, les débuts du président Bazoum Mohamed sont positifs, si on peut. En tout cas, je pense que les actes qu'il pose, en tout cas, rassurent. Et moi, je me dis, pour laisser les autres apprécier, entre l'image, moi, que j'ai vue du président avant, pendant et après la campagne, l'image que certains ont de lui, une fois aux commandes, on a vu vraiment le discours changer. Donc tout simplement, cela fait qu'en réalité, il pose des actes qui surprennent certains, en tout cas qui convainquent d'autres. Donc je pense que véritablement, pour le moment, on peut espérer qu'il est sur la bonne voie. Donc vraiment, mais je dis, pour vraiment, ça c'est vraiment de l'équilibre des choses, c'est que 92 jours ne permettent pas effectivement d'apprécier un président, mais on peut dire que véritablement, ça permet de voir en tout cas ses premiers pas, et ça fait un très bon signe, en tout cas ses premiers pas, c'est très encourageant, c'est très motivant. Et vous, Ousmane Siddikou Doumbia, que dites-vous sur ces premiers pas du président Bazoum Mohamed à ces 3 mois de début? Nafissa, vous l'avez si bien dit, à travers vos propos, il est élu sur la base d'un mandat de 5 ans. Donc, sur 5 ans, peut-être qu'à l'issue de ces 5 ans, il y aura lieu de faire un bilan. Mais toujours est-il qu'on va se permettre d'apprécier pratiquement ces 100 jours à la présidence. Moi, je me dis que, surtout franchement... que Suleiman disait que lors de la campagne et à ce jour-là, les propos des populations ont changé. Bon, vous savez, moi je me dis que honnêtement parlant, peut-être il est en train d'imprimer une autre dynamique dans le truc de gouvernance. Aujourd'hui,
le palais de la présidence est pratiquement accessible aux différentes couches socio-professionnelles. C'est une chose à saluer. Et récemment, ça a rehaussé de sa présence au stade général Séni-Kounté. Moi, je me dis que c'est des actes vraiment posés qui sont à saluer. Mais sachant raison garder, beaucoup reste à faire. Il est attendu sur plusieurs choses, plusieurs fois justement, en même temps. Sur plusieurs chantiers, plusieurs dossiers. Celui de la corruption. Voilà. C'est là où je prie et je dis à Alhaji que, contrairement à son prédécesseur, lui, pour le moment, en tout cas, il ne s'est pas fait étiqueter d'aucun nom à la matière, et il est attendu surtout qu'à l'issue du rapport qu'il a même exigé, donc on attend vraiment qu'il agisse. C'est ce qui fait dire à beaucoup que c'est vrai, les actes, mais ces actes, il faudrait qu'ils soient matérialisés, en prenant vraiment à concrétiser, en prenant les décisions qui s'imposent. Sinon, moi je me dis qu'il est sur une bonne lancée, donc il est en train d'imprimer une autre dynamique de gouvernance, mais il est attendu vraiment que ces actes-là, c'est bien beau de prendre des engagements, des promesses, il faudrait qu'ils soient matérialisés. Mais franchement, rien que l'accessibilité aujourd'hui du palais de la présidence aux différentes couches socio-professionnelles, et c'est surtout moi, honnêtement parlant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est sa présence lors de la finale. Imaginez, pendant 22 ans, aucun de nos chefs d'État n'a eu à rehausser de sa présence à un événement footballistique de grande importance. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, prions pour que vraiment ça soit matérialisé à travers les actes qu'il aura à prendre. Maimouna Diado, vous, quelle est votre appréciation de ce début du président, et selon vous, sur quel chantier vraiment il est le plus attendu? Moi, je ne peux qu'ajouter sur ce que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. C'est très tôt, mais quand même, il faut s'en féliciter. Parce que, comme l'a dit Sidikou, le palais aujourd'hui, c'est accessible à pratiquement à tout le monde, si je peux le dire. Parce que les couches sociaux de base, surtout, on a vu les acteurs, il a reçu les acteurs du secteur social de base, comme l'éducation, la santé, la société civile, le Saman. Hier, c'était le Saman qui était là-bas. Donc, ça veut dire que ça prouve vraiment qu'il est en train de faire travailler sur quelque chose de concret, en fait, parce que le dialogue, et quand vous regardez, depuis qu'il est accédé donc au pouvoir, il y a quand même une accalmie, on sent une accalmie au niveau donc de la population, il n'y a pas assez d'agissement, la classe politique même, on ne les entend pas, donc ça veut dire que vraiment il est en train de faire quelque chose que nous voudrions qu'il fasse, mais là il est aussi attendu, comme Sidikou l'a dit, au niveau de la corruption, au niveau de l'impunité et au niveau également de détournement des deniers publics. Et il y a tellement de dossiers aujourd'hui que les Nigériens attendent qu'ils mettent la main sur ces dossiers. Et je vous assure, Nafisa, rien que le dossier du ministère de la Défense, s'il arrive à mettre la main sur ça, à faire l'éclairage sur ce dossier, mais c'est là où il va sentir que la population est vraiment accrochée à son image, en fait, à tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Et ils l'ont dit, il était au stade, c'est pour vraiment montrer qu'il est avec la population nigérienne. Il faut que les populations, au lieu de voir un président de la République, qu'ils voient plutôt un ami, un Nigérien ami avec eux, à côté d'eux, et qui est prêt à les aider à tout moment. Donc, ça veut dire que, également, quand vous regardez, il a donné 3 jours. C'est un gouvernement de 3 mois qui est là, un gouvernement où il suit pas à pas. Effectivement, avec tout ce que vous faites, il est là, il est en train de voir parce qu'il veut voir du concret. Il veut voir du concret. Regardez comment est-ce que les ministres aujourd'hui sont sur les fronts de bataille. Chacun se démerde, en tout cas, dans son secteur pour pouvoir améliorer les conditions. Mais c'est juste ça. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a un changement. Rien que dans ces déplacements, vraiment de voyage, de ces déplacements, il y a un changement qui est là. Les populations ne peuvent que... Lorsque tu sors dans la ville, il n'y a pas ce système-là où vraiment il faut s'arrêter, il faut faire des heures, quelques heures, combien d'heures pour pouvoir laisser passer un président. Mais maintenant, aujourd'hui, il peut se déplacer, il peut aller à l'aéroport sans que personne ne soit inquiété de la fermeture de ce côté ou de la fermeture de ce côté. Donc, pour trop longtemps. Pour trop longtemps, oui, pour trop longtemps. Vraiment, donc je me dis que c'est vraiment un
ouf de soulagement, il est sur la bonne voie et s'il continue comme ça, vraiment, il risquerait donc de battre le record. Alain Suleiman, oui. Oui, j'ai un dossier justement sur lequel le président est attendu, puisqu'il a dit que sa priorité après la sécurité, c'est l'école. Et sur la question de l'école, on a vu bien avant la DPG, la question du Premier ministre, le président a présenté devant les partenaires donc sa politique éducative. Il a donc affiché des intentions, par exemple les internats pour les jeunes filles, la qualité donc, de l'enseignement et aussi la révolution de la fonction enseignante. Et je pense que là, on va voir véritablement, parce que j'ai vu ailleurs l'enseignement, des fonctions, en tout cas comme les enseignants, les infirmiers, sont des fonctions valorisées parce qu'en termes de rémunération. Un enseignant qui est dans sa classe, vous voyez un peu, il n'a pas d'autres vraiment pour faire des coups bas. Il est dans sa classe, donc il faut vraiment lui assurer, lui donner vraiment les moyens de faire son travail. Et non de les précariser. Absolument. Donc sur la question de l'école, je pense que le président est attendu. En tout cas, on pense voir clairement ce qu'il va vraiment faire en termes de recherche. Parce que déjà, vous voyez, la semaine passée, on a dû reporter le BEPC. Oui. Au moment où le président dit que j'ai fait de l'école ma priorité, les gens ont encore essayé de faire des fraudes, vous voyez quoi, des fuites, des épreuves. Donc je pense que tout cela, je pense que ce qu'on attend du président aussi, c'est de sanctionner ici et maintenant vraiment les indélicats. Donc en tout cas, je pense qu'on attend... Nafis, là je suis d'accord avec Alhaji. Rien que par rapport au report suite à vraiment à des foot ou je ne sais quoi, c'est vraiment que les auteurs, co-auteurs, en tout cas la chaîne est facile à démanteler. Il faudrait que vraiment tous ceux qui seraient impliqués dans cette affaire-là arrivent à répondre de leur acte. Moi je pense que ce serait un signal fort pour que vraiment les autres secteurs aussi puissent connaître le même sort. Déjà la Alicia est sur ça. C'est ça, je pense que être sur ça c'est une chose, mais sévir, il faut que les sanctions enquêter, identifier les responsables. La Alicia a intérêt à sévir cette fois-ci, je suis sûr, parce en tout cas on l'espère quand même. Parce que c'est vraiment un secteur où le président de la République tient beaucoup à ça, tient beaucoup à l'amélioration de ce secteur. Et il y a l'éducation, il y a la santé aussi. Regardez quand vous voyez aujourd'hui un ministre qui sort pour parler avec ses collaborateurs, pour donner des instructions, pour savoir est-ce que la population aujourd'hui, quelles sont les conditions que les populations aujourd'hui, quand tu te rends dans un centre de santé, comment est-ce qu'aujourd'hui on t'accueille, comment est-ce qu'on te soigne. Donc je pense que vraiment c'est une dynamique qui est là. Je suis d'accord avec vous, Maïmouna, mais sauf une minute, Maïmouna, vraiment là où, certes il y a obligation du résultat, mais que ces ministres sachent là que le populisme là ça ne va pas marcher. C'est pas, il ne faut pas sortir pour sortir, c'est parce qu'on a dit qu'on a besoin du concret, Nafisa. Mais nous sommes des journalistes, on les guette aussi. On a besoin du concret et non du populisme. Si on le comprend, le président de la République, vraiment, ses débuts, on ne peut pas s'en réjouir, mais vraiment, c'est un début positif et on voit même qu'il est proche même de la jeunesse. La semaine dernière, un exemple, lors de la fête de la musique, sur la page de la présidence, même cette fête a été rediffusée, ce qui est une nouvelle chose, si on peut le dire. Donc vraiment, c'est un bon début, si on peut le dire. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est beau, mais ce n'est pas encore arrivé. Mais donc, c'est des débuts promoteurs. Mais il faudrait que cela soit matérialisé à travers vraiment des actions. C'est le concret dont on a besoin beaucoup maintenant. Hein, Nafisa? On parle le folklore. Voilà. Parce que sur la question, ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'on pense que, parce que j'ai entendu certains dire que avec Bazoum, peut-être que ça fait sentir l'air Kountié. Je veux dire, c'est des normes différentes parce que nous sommes ici en démocratie. Mais je veux dire que le chef, lorsqu'il craint, lorsqu'il ne tolère pas, lorsqu'il n'est pas de l'impunité, il est créé. Par conséquent, dès qu'on pense à lui, son image, on a tendance à être correct, à servir vraiment l'État au lieu de se servir. D'accord. Et donc c'est sur ces mots, sur les débuts du président de la République, Bazoum Mohamed, que se referme ce débat. Merci donc à nos invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante,
Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendant également, et Elhaj Suleiman Mahamadou, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche à partir de 17h. Avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada, et à partir de 18h15 le forum en langue Hausa sur la production et la commercialisation de l'oignon à table haute, quelles contraintes, et le dimanche à la même heure le forum en langue Zarma sur le secret professionnel dans le milieu médical. C'était Nafis Adam Sirfo à la modération, Issa Kalaoli à la technique et Mustapha Ayuba à la régie vidéo. On n'oublie pas les téléspectateurs également. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.